Rico. Audio 2096. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus chez Calrico, Yannick Berger, au bout du tunnel d'onde. Alors je me fais un peu moins présent en ce moment parce que je travaille sur l'écriture de cette fiction de science-fiction dont je vous parle depuis presque un an maintenant. L'histoire de Calrico, ce héros du futur qui vit en 2096 et qui parvient à nous envoyer des informations depuis le futur. Nous allons, avec mon ami Stéphane, qui réalise ces podcasts, bientôt passer à la production de cette série de fiction audio. Et donc, je suis un peu dans la dernière ligne droite. Donc, c'est pour cette raison que je me fais un peu plus rare. Mais pour finir cette saison culturelle 2023-2024, hein, comme tout bon musicien, comme tout artiste qui se respecte, je fonctionne en termes de saison culturelle ou d'année scolaire, voilà. Donc pour cette fin de saison, je disais, je voulais poursuivre après l'échange avec Tony de la chaîne Mysteria sur l'ésotérisme, la symbolique et la mythologie. Et j'ai donc proposé à Luc Biget un entretien que nous avons enregistré il y a peu. Alors j'ai découvert Luc sur YouTube il n'y a pas très longtemps et je dois dire que ses analyses, son discours, son érudition m'ont impressionné et je suis donc très heureux de partager avec vous aujourd'hui le fruit de cette rencontre. Alors je vais laisser Luc se présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une formation scientifique et une grande connaissance du symbolisme et de l'ésotérisme, ainsi que de la mythologie. C'est assez rare, les personnalités qui synthétisent ces deux paradigmes d'appréhension du réel que sont la science et la conscience. On pense à Bernardo Kastrup, à Philippe Guillemant ou à Mario Beauregard, ceux dont les recherches s'orientent vers une vision post-matérialiste. Et puis, c'est tout le propos de Calrico, faire des ponts entre science et conscience, entre conditions matérielles d'existence et idéalisme. Alors on est raccord. J'en profite rapidement pour remercier Luc pour son accueil fort sympathique dans cette jolie maison perdue dans la Pampa. Un beau moment avec une personne d'une grande gentillesse et c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnalités qui allient savoir et bienveillance. Luc, c'est à toi. J'ai fait on appelle ça un master maintenant, un DEA, une thèse de biochimie, de biologie. Mais en fait, j'ai toujours été partagé en deux, c'est-à-dire en même temps que je faisais mes études scientifiques, plus un peu de recherche, notamment aux États-Unis, à UCSF, à San Francisco. Je suivais une formation en astrologie avec Alexandre de Ruperti et côté astrologie humaniste. Donc j'ai toujours eu ces deux tendances en moi, c'est-à-dire une recherche de la rationalité, de la compréhension mécanique des choses, et en même temps je sentais que c'était insuffisant, donc parce que la science ne parle pas de la question du sens. La science s'occupe de cette espèce d'îlot de réalité, alors qu'elle considère évidemment comme une totalité, parce que c'est son a priori métaphysique, qui est de dire au fond tout s'explique à partir de la matière. Ça, c'est un a priori métaphysique. Et donc la science n'explore que la dimension matérielle du réel. Et donc, et notamment la question du sens qui ne passe pas par sous les fourches codines de la méthode scientifique. On a des choses un peu limites sur lesquelles on peut s'interroger. Par exemple, la musique. La musique et les mathématiques, mais elle emporte vers d'autres univers, qui sont des univers qui peuvent être d'extase ou d'angoisse, selon le type de musique, évidemment. Mais donc la musique est cette espèce de vecteur des états de conscience que la personne porte en elle. Donc la science explore la dimension mathématique de la physique, on le voit d'ailleurs avec toute cette... à l'IRCAM, par exemple.
où la musique est devenue une matière musicale et non plus une voix comme dans le chant grégorien par exemple qui porte vers les cieux, vers Dieu, vers l'innommable, vers l'ineffable. Donc aujourd'hui on est allé dans cette espèce de maximum de désenchantement du monde. Ça c'est Max Weber qui met bien ça en évidence. Depuis la naissance du protestantisme en 1517, Max Weber a montré que l'esprit du protestantisme, l'esprit de l'éthique protestante, pour être précis, a donné naissance au capitalisme, qui est, pour reprendre ces termes, ce monde sans joie dans lequel on travaille beaucoup. Autrement dit, depuis 5 siècles, on a perdu la capacité de se relier à cette autre réalité qui est le monde du mystère. Au Moyen-Âge, la forêt était l'espace du mystère. Le monde du magique, le monde du sens, le monde de l'expérience intime avec le monde extérieur, avec cette autre réalité qui est invisible et qui transparaît derrière ce qui paraît. Donc pour revenir au sujet, j'ai toujours été touché par les deux, c'est-à-dire à la fois évidemment les merveilles de la science entre guillemets, c'est-à-dire comment la science explique des choses de manière incroyable avec une finesse, on pense à la mécanique quantique, mais en biologie aussi. C'est moins connu, mais il y a des mécanismes incroyables dans le vivant. Et en même temps, tout ça est comme imprégné, imbibé par une autre réalité qui est ce monde métaphysique, ce monde du sens, ce monde de la comment dirais-je, ce monde de la conscience. L'être humain est à la fois n'est pas seulement une machine au sens où l'entend Descartes. D'ailleurs, le transhumanisme, c'est d'une certaine manière l'aboutissement du rêve de Descartes, c'est-à-dire de faire un être humain machine, augmenté par le silicium, c'est-à-dire par la terre, par la matière, par la substance, par opposition évidemment au surhumain de Robindo, qui est cet être humain transformé par le supramental, une forme de surconscience. Donc on a effectivement deux visions du monde. On a une vision du monde qui est... Mais alors qui, de mon point de vue, ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire, on a une vision du monde qui est centrée sur la matière avec les extraordinaires avancées de la science. Et en même temps, le problème de la science, c'est qu'elle est rentrée dans ce désenchantement du monde au sens de Max Weber, c'est-à-dire au sens où les elfes, les djinns, les sylphides et les esprits de la nature, en réalité, ont été chassés de notre compréhension, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que la méthode scientifique est incapable de les analyser de par sa structure, puisque la science n'étudie que ce qui est quantifiable, mesurable et répétable. Or, alors après, on peut se poser des vraies questions, puisqu'un individu n'est pas quantifiable, n'est pas mesurable, n'est pas répétable. Donc, on est obligé de travailler sur les grands nombres. Et la science est en fait une science des grands nombres, et non pas une science du particulier. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, on n'a aucun moyen, avec les outils habituels de la science, de comprendre la nature du particulier. Et c'est ça qu'apportent les systèmes symboliques, en réalité. Puisque j'aime beaucoup cette phrase que disait Rudyard. Rudyard disait l'astrologie est au monde du sens ce que sont les mathématiques au monde de l'objet, c'est-à-dire une grille de décodage, une grille de compréhension. L'astrologie, alors on peut élargir au système symbolique en réalité, mais tous ces systèmes symboliques vont mettre en forme la nature du monde du sens. Là, il faut évidemment ouvrir un autre a priori métaphysique, qui est de dire, au fond, le réel ne s'explique pas, ne se comprend pas uniquement par sa dimension matérielle et les 4 grandes lois physiques qu'on connaît, donc gravitation, électromagnétisme et les 2 forces nucléaires, mais il y a aussi un autre principe alors qu'on pourrait dire explicateur, mais en fait il est implicateur, puisqu'il nous touche directement dans notre réalité profonde, qui est le fait qu'il existe un monde du sens autonome. C'est Jung qui a le premier exploré ça d'une manière claire, mais aussi les soufis, ou le monde imaginal d'Henri Corbin, qui s'est basé sur le soufisme du monde de l'Iran, de la Perse. Donc il existe un monde
un monde du sens dont on peut connaître les lois, dont on peut faire l'expérience directe et qui organise notre réalité au moins autant que les lois de la physique et de la chimie et de ces 4 lois fondamentales que j'évoquais tout à l'heure. Je voulais revenir sur cet a priori métaphysique sur lequel se base la science, ce postulat qui veut que la matière, en se complexifiant, crée la conscience. Je trouve cela quand même assez fou, que notre entière appréciation de la réalité repose sur ce postulat métaphysique. C'est un peu comme partir du principe que les gens qui nous gouvernent nous veulent du bien. Si on n'envisage pas l'option alternative, eh bien, on poursuit sur une voie sans issue. D'ailleurs, je pense que les deux sont liés. Le scientisme plus le matérialisme promu par nos élites nous mène au transhumanisme, qui est une sorte de paroxysme du libéralisme, que des mots en isme, sorte de vision négationniste de l'être humain qui nous mène vers un post-humain augmenté, consumériste et coupé de ses racines. A-t-on jamais prouvé un jour que la matière produisait de la conscience ? Ben non, je crois pas. Non, bien sûr. C'est un a priori métaphysique. C'est-à-dire, c'est une hypothèse que les scientifiques considèrent comme vraie, mais qui ne questionnent jamais. C'est-à-dire, c'est à partir de cette hypothèse qu'ils vont chercher quel neurone produit, ou quel neurone du cerveau, ou quelle partie du cerveau produit la pensée, ou produit telle ou telle émotion, etc. Alors, la difficulté, c'est quoi ? La difficulté, c'est que on a deux visions possibles. Soit, effectivement, le sens est produit par l'activité neuronale, première vision, et deuxième vision, le cerveau ressemble, pour prendre une image, en fait, à un poste de radio qui capte les champs de conscience et qui les exprime à travers l'individu. Alors c'est très difficile de différencier du point de vue expérimental, parce que si le cerveau produit la pensée ou si le cerveau reçoit la pensée, ce sera le même neurone qui sera actif au fond. Donc c'est un peu compliqué. Alors il y a tous les travaux sur les NDE qui semblent montrer quand même qu'il existe des formes de conscience indépendamment du corps physique, c'est-à-dire ou les expériences de sortie hors du corps par exemple. C'est-à-dire on a des souvenirs qui reviennent à la personne après qu'elle s'est réveillée d'une mort comateuse, enfin d'un état comateux, où elle a voyagé, elle a vu un sac rouge, elle a vu les infirmiers faire telle ou telle opération, etc. Donc là, il y a des témoignages qui s'accumulent beaucoup, qui fait dire ici que le support de la conscience n'est pas le cerveau ni le corps humain, mais qu'il existe une espèce que la conscience est autonome et qu'elle peut voyager alors dans un champ de conscience ou dans un espace de conscience-énergie, pour être plus précis, et qui contient toutes les informations de l'histoire. Alors ça, c'est aussi une question, c'est-à-dire d'où viennent ces informations ? Pourquoi c'est important de voir ça ? Parce que s'il existe un champ de conscience dans lequel nous baignons tous, à notre mort, et même de notre vivant du reste, on alimente ce champ de conscience. C'est-à-dire on l'alimente par des pensées, par des émotions, de même qu'on alimente la réalité objective par des actions. On peut construire une autoroute, donc on va alimenter le monde matériel par des actions, mais on peut aussi être dans une forme de colère, de violence ou de béatitude, peu importe. Donc chaque émotion et chaque pensée que l'on va avoir va alimenter ce champ de conscience. Il se trouve que depuis à peu près 3 siècles, 4 siècles, non, depuis la Révolution française, on va dire, on n'a plus de rituel pour nettoyer ce champ de conscience collectif. Ce que Jung appelle l'inconscient collectif, ce qu'en ésotérisme on appelle le monde astral mental. Avant, au Moyen-Âge, on avait les prières aux morts. C'est-à-dire les prières étaient là, au fond, pour permettre aux morts de pardonner et de monter vers la lumière. Et puis les Grecs avaient, par exemple, des fêtes comme les Anthestéries, qui était la fête des fleurs, où les citoyens grecs et romains, plus tard, versaient du vin sur la terre pour revivifier l'âme des morts. En Orient, on a le culte des ancêtres.
qui perdure toujours du reste. Donc, nous, aujourd'hui, en Occident, on ne s'occupe plus du monde des morts, parce qu'on suppose qu'ils sont morts, précisément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de survie après la mort. Et donc, du coup, s'il y a effectivement une survie après la mort, ce champ de l'astral collectif, de l'inconscient collectif, n'est plus nettoyé. Donc, il va s'alourdir. Et donc, il suffit de voir ce qui se passe en ce moment à Gaza ou en Ukraine. C'est-à-dire, toutes ces violences et toutes ces injustices, en tout cas pour ceux qui les vivent, vont rester dans le monde invisible après leur mort et restent aujourd'hui comme un champ de conscience, en réalité comme un champ d'information qui alourdit la Terre. Donc le futur est compromis, simplement parce que les relations entre les peuples vont être beaucoup plus difficiles parce que ces mémoires-là ne vont jamais être nettoyées. Donc c'est important la manière dont on regarde le monde, parce que ça dépend de la manière dont on fait l'histoire, dont on comprend notre action politique également. Hein. Si on considère qu'envoyer une bombe sur quelqu'un, c'est juste le faire exploser de la chair à canon, bon, d'un point de vue éthique, c'est pas bien, c'est sûr, mais ça n'a pas de conséquences. Par contre, si on considère que ce ne sont que des formes qui disparaissent et que les champs de conscience qui habitaient ces formes perdurent avec tout le sentiment d'injustice qui a été imprimé dans leur corps et dans leur conscience, ça c'est grave, parce que ça pollue le futur d'une certaine manière. Donc au fond, voilà, tout dépend comment on regarde les choses. Et si on introduit cet a priori d'une existence du monde métaphysique dans notre réalité physique, on voit, c'est là juste sur un exemple, mais on voit qu'elle appuie en permanence sur notre manière d'être, sur notre joie de vivre, sur notre capacité d'ouverture de conscience et ultimement sur notre capacité d'éveil. Et il est probable que l'éveil était plus facile au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, parce que toute la coque mentale du matérialisme et les mémoires de notre histoire ne sont plus travaillées aujourd'hui. Donc ça crée une espèce de grand brouillard sur l'humanité qui fait qu'elle s'enfonce de plus en plus dans, malheureusement, ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est en fait une perte d'humanité. Effectivement, si on considère que les traumas, les souffrances, les joies aussi, nous accompagnent après la mort, eh bien, nous serions certainement en train de polluer la noosphère dans laquelle nous baignons. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est l'un des piliers de la pensée hermétique. On retrouve aussi ce concept dans de nombreuses traditions spirituelles. Les mondes subtils ne seraient donc pas tous des paradis ensoleillés, hein, si l'on considère l'atmosphère électrique qui règne en ces temps de crise. Alors je dis crise parce qu'en Occident, c'est comme ça qu'on peut définir la conjecture, mais à Gaza, en Ukraine, en Afghanistan, en Somalie, Syrie, au Yémen, on peut parler de chaos, hein. Et donc si dans la matière c'est le bordel, pas dit que là-haut ça ne soit pas pareil, hein, car je vous l'ai déjà dit, moi j'ai expérimenté un petit peu et je pense qu'il y a des espaces énergétiques alternatifs ou des mondes subtils qui sont pénétrés par notre réalité et vice-versa. Et donc la symbolique, hein, la mythologie, les mythes, les symboles peuvent certainement nous permettre cette compréhension et peut-être même un dialogue avec l'invisible. Ben, en fait, les symboles sont vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi on s'arrête au feu rouge? C'est pas la force électromagnétique du feu rouge qui va arrêter la voiture, on est d'accord. Donc évidemment, on s'arrête au feu rouge parce qu'on a appris qu'il fallait s'arrêter au feu rouge, mais si on va un peu plus loin, il y a autre chose derrière. Simplement parce que pendant la révolution culturelle chinoise, Mao Tse-tung avait décidé que c'était pas bien de mettre du rouge pour dire stop. Il avait inversé, il avait mis du vert pour dire stop et du rouge pour dire allez, vous pouvez circuler. Ça n'a jamais marché. Simplement parce que dans l'inconscient, le rouge est la couleur de l'interdit. C'est la couleur du sang versé, c'est la couleur de la violence, c'est la couleur avec laquelle les instituteurs de la 4e République et un peu au début de la 5e corrigeaient les copies, etc. Donc le rouge, c'est la couleur qui va canaliser les énergies dans la bonne direction ou faire stop.
Donc, sur le feu rouge, on a trois choses. On a ce qu'on a appris en passant notre code, rouge stop, mais même le panneau stop est rouge. On a appris, il y a la force électromagnétique du feu rouge, mais là, elle est inopérante pour signifier le mouvement de l'arrêt. Et puis, il y a l'inconscient profond, symbolique, qui dit le rouge, danger, il faut s'arrêter. Et on voit bien ici que sur cet exemple par rapport à l'Occident et à la Chine, que la prégnance du symbole, même si elle est inconsciente, elle n'est pas explorée, elle n'est pas étudiée, etc., sur nos comportements. Donc les symboles sont vivants, c'est-à-dire, en fait, le symbole, c'est quoi? C'est le langage de l'inconscient et de la nature. C'est le langage muet des rêves et des choses. En supposant que la nature soit des choses, mais des autres êtres vivants que nous-mêmes. Donc du coup, le logos, c'est-à-dire la parole, la raison telle qu'on la connaît dans notre culture occidentale, depuis Galilée, Descartes en gros, est un îlot de réalité dans une espèce de langage universel qui est le langage symbolique. Donc, nous, on a tendance à penser l'inverse. Souvent, on dit le logos explique tout et le symbole, c'est juste symbolique, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le symbole est un langage qui parle profondément à notre inconscient. On le voit dans les rêves, par exemple. C'est aussi le langage des arbres, le langage de la nature, le langage des oiseaux, etc. Mais on ne sait plus les écouter aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas. Dans leur langue muette qui dit les choses profondes. Et on a tendance à croire que le bavardage ou à côté le raisonnement scientifique, c'est la seule manière d'explorer le réel. En fait, non. Ça explore une espèce d'îlot de réalité qui est l'îlot matériel dont on parlait tout à l'heure, alors que le symbole, c'est le langage qui permet au fond d'explorer la nature de tout le reste. Ok. Alors comment on fait? Tiens. En quoi le symbolisme peut nous aider à décrypter l'information provenant des mondes subtils, de la nature, du non manifesté? Je sais pas, par exemple, prenons un mot au hasard, hein, que je n'ai pas prévu du tout de choisir. Idéaux, hein, les idéaux. En langue des oiseaux, en langage symbolique, on pourrait l'interpréter comme l'idée haute, une haute idée, ou bien comme l'idée qui se noie, hein, dans l'élément eau qui symbolise l'émotionnel d'ailleurs. Alors du coup, quelle symbolique choisir selon la situation? La symbolique peut-elle s'interpréter de deux manières? Ou beaucoup plus que deux, simplement parce que le symbole est polysémique. C'est-à-dire le symbole dit toujours plusieurs choses. Et c'est pour ça que c'est le langage de la liberté, par rapport aux mathématiques et aux sciences, qui est le langage du déterminisme. Une équation mathématique, elle donne forcément toujours le même résultat quand on l'applique dans les mêmes conditions. Par contre, le symbole, d'une part, il est vivant et il va aussi répondre aux besoins spécifiques de la personne selon son niveau de conscience, c'est-à-dire selon le besoin qui surgit à ce moment précis de son existence. Donc, alors, en essence, le symbole, c'est une chose et son contraire. C'est-à-dire c'est la conjonction des opposés, en fait. Pour comprendre ce qu'est une chose et son contraire, si on est sur une route et que devant nous, on longe une montagne, il va falloir revenir en sens inverse pour voir la totalité de la montagne. Donc, dans un sens, on voit une chose, et dans l'autre sens, on voit le contraire. Et c'est ça qui fait la montagne. Donc la notion de vérité, par exemple, la notion de vérité est parfaitement ambiguë, puisque elle s'applique selon les différents niveaux de. Je voudrais juste citer une anecdote. Saint-Exupéry. Un jour, il avait 10-12 ans, près de chez lui où il habitait avec sa mère, il y avait un aérodrome, et il va voir un pilote, il lui dit écoute, il était fasciné par les avions, évidemment, il lui dit écoute, j'aimerais bien monter dans l'avion. Et le pilote lui dit écoute, si tu veux, mais est-ce que ta mère est d'accord?
Et ben, l'enfant, il a dit oui, bien sûr, elle est d'accord, alors qu'elle n'était absolument pas d'accord, évidemment. Donc c'est ce mensonge-là qui a fondé la vérité de son existence et la vérité de son destin. Donc on voit bien que cette relativité du sens, parfois le sens qui est un mensonge peut fonder une vérité, et inversement, une vérité scientifique qu'on pose, inversement, en science, n'est considéré comme vrai que ce qui est falsifiable. C'est-à-dire que ce dont on peut démontrer que c'est faux, sinon c'est pas de la science. Donc on a toujours cette espèce de jeu ambigu entre la vérité et l'erreur, ou entre la vérité et le mensonge sur le plan affectif. Donc entrer dans le monde du symbole, c'est sortir de cette espèce de dichotomie entre bien et mal, entre vrai et faux, et considérer que, au fond, le dynamisme de l'univers et le dynamisme psychique est engendré par la conjonction des contraires. Alors concrètement, si je veux pouvoir comprendre le non manifesté à l'aide du symbolisme, comment faut-il faire ? Donc on l'a compris, pas avec la pensée rationnelle, ça s'est vu, peut-être avec des principes de développement personnel, d'ascèse spirituelle, avec le corps par exemple, bien ancré, en état méditatif ou pas loin, éloigné du mental, ou alors peut-être qu'on peut compiler toutes les significations possibles d'un symbole et puis tirer au sort, je sais pas, bref, comment fait-on ? Donc je veux revenir sur ce point que le symbolisme c'est le langage de la liberté, parce que ça permet différents niveaux de lecture qui même s'ils sont contradictoires, sont vrais par rapport aux besoins de la personne. Et pour lire un symbole, je crois que le mieux c'est de rentrer dans le non-savoir. Mais on peut rentrer dans le non-savoir quand on a déjà un savoir. Ça s'appelle la docte-ignorance. Celui qui sait qu'il ne sait pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut être généraliste, c'est-à-dire connaître beaucoup de choses. Mais une fois qu'on a connu beaucoup de choses, il faut oublier tout ce qu'on connaît. Et une fois qu'on a oublié tout ce qu'on connaît, il y a une espèce de fulgurance du sens qui se met en place et qui utilise les matériaux de connaissance qu'on a auparavant. Donc il faut bien avoir un peu de matériaux, sinon évidemment on est juste un peu bêta-sous, si je puis dire. Donc pourquoi il faut quitter la connaissance ? Parce que la connaissance est trop souvent une espèce de coque mentale qui entoure le cerveau et qui empêche les fulgurances d'intuition de descendre. Et donc c'est pour ça que les gens qui sont très mentaux, ils ont forcément réponse à tout, mais du coup on avance en posant des questions et pas en donnant des réponses, comme chacun sait. Donc c'est le doute en science qui fait avancer la connaissance, et c'est le non-savoir, enfin l'attitude intérieure de non-savoir dans le symbolisme qui permet d'avoir cette fulgurance sur le sens d'un symbole. Allez, je fais une mini-pause dans ce podcast. C'est pas courant, mais je voulais vous rappeler quand même que si ces contenus vous parlent, vous intéressent, eh bien pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, il y a la cloche aussi, et puis si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon. Avec Stéphane, nous produisons ces contenus parce que ça nous plaît évidemment, mais c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie, beaucoup d'investissement, et quand on a des retours, on est bien content. Et voilà, j'aimerais continuer comme ça à faire des interviews, notamment à partir de septembre prochain. J'espère que ce sera possible. Je me dis que peut-être je mettrai moins de contenu sur YouTube et plus sur Patreon, que je limiterai les interviews à une demi-heure sur YouTube et puis peut-être à mettre la suite sur Patreon. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que voilà, on se pose des questions par rapport à tout ça parce que ça nous demande beaucoup d'énergie. Moi j'adore faire ça personnellement, mais en fait voilà, c'est bien d'avoir du retour aussi
quand on fait un travail comme ça. Voilà, je voulais vous parler de cela. On va poursuivre parce que dans ce projet Calreco, si vous nous suivez un peu, vous savez que le fil conducteur, eh bien, c'est d'aborder chaque épisode pratiquement avec cet antagonisme, ces deux façons de percevoir le monde qui devraient d'ailleurs être complémentaires, hein, que sont le matérialisme, la science, quoi, et l'idéalisme ou le spiritualisme. J'essaie de faire des ponts entre ces deux visions, c'est pas facile, alors quand je trouve quelqu'un comme Luc Biget qui possède la maîtrise de ces deux paradigmes de compréhension, eh bien vous pensez bien que je suis ravi. Mais ce qui est encore plus fort avec Luc Biget, c'est qu'il propose non pas une vision dualiste, mais une vision, pourrait-on dire, en carré, en tout cas avec deux axes qui relient chacun deux façons d'appréhender le réel. Et je trouve ce concept tout à fait brillant, et j'ai voulu qu'il nous en parle. Bon, c'est tout un programme, mais je vais essayer de résumer. En fait, si on regarde les choses, il y a quatre grands éléments qui organisent notre réalité. Il y a la substance, la matière, on va dire. Il y a l'information. Il y a, alors ça c'est un axe vertical, information, substance. Et lorsque l'information se marie avec la substance, ça donne la forme. Informé, c'est ce qui est informé, c'est ce qui est dans la forme. D'où le fait que la forme puisse être lue d'une manière symbolique. Parce qu'au fond, c'est une substance, alors ça peut être une substance musicale, ça peut être une substance onirique, c'est une substance matérielle ou végétale ou animale, ou un visage, peu importe, mais c'est une substance qui a une forme, donc qui est nourrie, formatée d'une certaine manière par l'information. Ce champ d'information que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier axe qu'on va poser verticalement. Et puis on a un autre axe horizontal qui est la partie et le tout. La partie, c'est quelque chose qui dit je, et la partie et la relation. Et la relation, c'est quelque chose qui met les individus en interaction. Alors ça, c'est pas seulement vrai au niveau du moi qui dit « je m'appelle Luc et tu t'appelles Yannick », c'est vrai au niveau de tous les niveaux de réalité, du physique au biologique, au psychologique, à l'anthropologique, au sociétal et au métaphysique. C'est-à-dire, juste en physique, on parle d'ondes et de particules, c'est-à-dire l'aspect onde, oui c'est ça, l'aspect onde, elle est dans la relation, et l'aspect particule, elle est dans l'identité, elle est dans le jeu, elle est définie par des critères physiques très précis. En biologie, on a la cellule, mais on a aussi toutes les interactions de la cellule avec l'organisme. Donc ça, c'est tout ce que Kessler appelait les holons, qui a donné le terme à holistique, c'est-à-dire on a des parties dans des tout, qui sont toujours elles-mêmes d'autres parties dans d'autres tout plus grands. Donc cette vision du monde formée de parties et de relations est quasiment universelle, dans la mesure où elle s'applique aux différents niveaux de réalité, et cette vision du monde qui porte sur l'information et la forme, elle est aussi universelle, puisque les formes, elles sont physiques, biologiques, etc. Sociologiques, ethnologiques. Bon. Donc si on croit à ces quatre piliers, on a en fait quatre quadrants. Donc on a un quadrant, celui qui dit « je » et qui est lié à la substance, donc la partie et la substance. C'est la science qui s'occupe de ça. La science va explorer la nature des entités matérielles. C'est-à-dire l'atome, la cellule au sens de l'ADN, c'est-à-dire de son noyau, etc. Donc ça, c'est la science causale, matérialiste, galiléenne, etc. Après, si on regarde, on a, deuxième quadrant, on a substance, relation. Là, on va rentrer dans le champ de la complexité, au sens d'Edgar Morin. La complexité, alors, le premier quadrant, il est compliqué, parce qu'il y a plein de trucs, on essaie de comprendre comment ça s'emboîte. Le deuxième, il est complexe. C'est quoi la différence entre le complexe et le compliqué? C'est ce qui sépare, en réalité, un plat de nouilles d'un Boeing 747. Un plat de nouilles, c'est complexe. Pourquoi? Parce que
si on enlève, ou le jeu du Mikado, pour prendre un exemple moins culinaire, si vous enlevez une baguette du Mikado, on ne peut pas reconstruire le Mikado, c'est-à-dire, autrement dit, la relation est plus importante que la partie. Par contre, un Boeing 747, avec un bon manuel, beaucoup de patience, on peut le reconstruire. Donc on voit bien que dans le premier quadrant, c'est la partie qui domine, c'est-à-dire c'est l'individualisme qui va dominer. Donc c'est le champ royal du libéralisme, qui dit, et ici précisément dans le champ politique des anti-écologistes, c'est-à-dire ou des climato-sceptiques, qui disent au fond, il n'y a rien qui ne peut supprimer la royauté, la prédominance de l'individu, puisque la partie peut dominer sur le tout. Et la toute-puissance, les maîtres de la Terre, d'une certaine manière. Alors que dans le deuxième quadrant, on est plutôt dans une vision communiste ou socialiste du réel, qui dit, au fond, l'ensemble des interactions du monde va construire la nature de l'individu. Là, on est dans la sociologie, et puis le communisme a érigé ça en système politique. Je discutais il y a longtemps avec une amie qui était très versée dans cette approche du communisme, et elle disait « Donnez-moi un bébé, je vous en ferai un petit Mozart ». C'est-à-dire en mettant les conditions. Alors évidemment, c'est faux, mais c'est faux de dire que n'importe quel individu mis dans de bonnes conditions possède en lui les qualités d'un Mozart aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième quadrant de la complexité. Alors Edgar Morin est le grand philosophe, sociologue de cette approche qu'il a développée merveilleusement. Mais il existe deux autres approches qui sont très peu développées dans notre monde occidental, qui est l'approche symbolique, c'est-à-dire comment se mettre en relation, donc le pilier de la relation, avec le pilier de l'information. Autrement dit, comment les informations s'associent entre elles pour faire des schémas sémantiques qui vont organiser notre réalité. Alors, on l'utilise beaucoup d'une manière un peu perverse dans ce qu'on appelle, dans tous les narratifs dans le monde politique. C'est-à-dire, on va créer des récits qui vont construire une réalité. Ça s'appelle la propagande, d'une certaine manière. Mais ça, c'est une utilisation premier et deuxième quadrant, c'est-à-dire matérialiste, d'une réalité qui existe, qui s'appelle la mythologie. C'est-à-dire, les mythes sont des associations de schémas sémantiques, d'entités qui ont décidé de vivre leur vie ensemble, de raconter une histoire, et qui vont formater le monde social, le monde culturel, le monde individuel, etc. Voire le guérir, puisque dans la Grèce antique, évidemment, on a oublié tout ça, mais dans la Grèce antique, lorsque quelqu'un était malade, il allait dormir dans le temple d'Asclépios, donc le dieu de la guérison, et le dieu de la guérison lui envoyait en rêve les moyens de se guérir, ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait prendre comme plante, etc., pour atteindre la guérison. Donc ce monde magique, ce monde du sens, est habité par des grandes entités, on va dire, ou des grandes histoires. Les contes de fées pour les enfants en font partie, bien sûr, et les mythes qui sont des structures qui sont plus, qui jouent plus un rôle en anthropologie, en sociologie, qui organisent les sociétés. Mais c'est pas parce qu'on n'y croit plus qu'elles n'agissent plus sur nous. C'est ça qui est important de comprendre. Le mythe du progrès, par exemple, a donc Prométhée, ce titan qui a volé le ciel, qui a volé le feu au ciel contre la vie des dieux, donc dans la transgression. Il a fait une première résurgence dans la mythologie grecque au moment du siècle de Périclès, au 5e siècle, et puis une deuxième au moment de la Renaissance italienne, avec l'émergence, d'ailleurs un retour vers la Grèce antique à ce moment-là, et puis l'émergence de la science. Donc et c'est intéressant, si on regarde le mythe de Prométhée, la seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est le déluge. Or, aujourd'hui, évidemment, la science prométhéenne, qui veut rendre l'homme libre et tout-puissant, conduit, bien sûr, vers le déluge climatique. Donc, les mythes sont en fait des schémas géographiques, des schémas
plutôt des cartes géographiques qui nous permettent d'arpenter le monde du sens, non pas en nous disant ce qui va nous arriver, mais en nous prévenant des dangers qui nous guettent si on est porteur de ce mythe-là. Et donc notre société occidentale, très prométhéo-faustienne en réalité, mais très prométhéenne, aurait intérêt à se questionner sur le contre-feu que les dieux ont envoyé à Prométhée pour qu'il n'entraîne pas le déluge, à savoir Pandore. Pandore, cette femme, Pandoros, qui veut dire tous les dons, cette femme merveilleuse envoyée par Zeus et qui a un certain nombre de qualités, mais Prométhée a refusé Pandore, c'est Épiméthée qui a épousé Pandore, et à ce moment-là, Épiméthée a trouvé la fameuse jarre de laquelle tous les maux dont souffre aujourd'hui l'humanité, la vieillesse, la maladie, la mort, la folie, etc., sont sortis de la jarre, sauf l'espérance, qui est restée sur le bord. Mais évidemment, le statut de l'espérance est ambigu, parce que espérer, c'est reconnaître qu'on n'a pas la chose, et donc nous endormir dans une espèce d'attente d'un monde meilleur qui finalement ne viendra jamais. Donc ça, c'est l'inconvénient de l'espérance. Mais l'intérêt de l'espérance, c'est que ça nous aide à vivre. Donc on voit bien pourquoi elle est restée sur le bord de la jarre. Donc les mythes, non, c'est juste un exemple, mais les mythes nous racontent au fond des destinées collectives et surtout cette espèce de carte géographique qui nous permettent de penser nos sociétés. Et puis le quatrième quadrant qui est donc la relation entre ces champs sémantiques, donc l'information, et puis le jeu, l'individu, la partie. Et là, on entre dans le champ initiatique. C'est-à-dire, on entre dans la connaissance directe. Autrement dit, comment l'information va impacter directement le sujet. J'aime beaucoup cette citation d'Avicenne qui disait « Tout acte de connaissance est une relation de prière avec l'ange ». Autrement dit, tout acte de connaissance est un recueillement qui permet de cueillir une pomme de vérité, une fleur de vérité. Et là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler la connaissance opérative, la connaissance directe, qui fait qu'on retrouve par exemple dans le chamanisme, où la personne contacte directement par la vision, par des substances. Alors nous, on appelle ça psychotropes, mais eux, ils appellent ça antéogènes. Évidemment, c'est pas la même chose, même si c'est la même substance. Et donc, ils ont des informations qui arrivent directement par l'ouverture de leur conscience. Donc, c'est une autre voie de connaissance. Donc, si je résume ces points, on a l'approche scientifique qui décrit le monde de la substance et comment les parties de ces substances se construisent. On a le monde de la complexité. Alors, le meilleur exemple de la complexité, c'est évidemment l'écologie, puisque on sait bien que si on lance une mouche étrangère, asiatique de l'atmosphère, plutôt sur les arbres, ça va perturber tout le système écologique, ça peut perturber tout le système écologique dans lequel on vit. Donc c'est l'effet papillon, c'est toutes ces choses qui fait que les interactions sont plus importantes que les sujets eux-mêmes. Mais on a aussi la connaissance symbolique, dont on a abondamment parlé, qui fait que le monde du sens existe en soi, et il va faire pression sur l'inconscient, sur individuel et collectif, pour orienter nos destinées. Alors, si on le connaît, c'est mieux parce qu'on peut dialoguer avec lui. Si on ne le connaît pas, on risque de dire tout ça n'existe pas. Enfin, c'est pas parce qu'on dit que ça n'existe pas que ça veut juste dire qu'on n'en a pas conscience, en réalité. Et puis, le monde opératif, la connaissance directe, qui fait des initiés. Alors, j'aime beaucoup cette anecdote soufie pour permettre de différencier la connaissance symbolique de la connaissance liée à l'initié. Un jour, un disciple va voir le cheikh, le maître soufi, et il lui demande quelle est la différence entre le sage et l'initié.
Alors, le maître soufi lui dit tu vois là-bas, cet homme avec une lanterne, c'est un sage. Parce qu'il il éclaire le chemin, il indique la route, il a la connaissance du sens, la connaissance des presque diplomatiques des justes directions à prendre. Et puis, la lanterne, c'est l'initié. Simplement parce que l'initié, c'est celui qui est devenu lumière et non pas seulement celui qui est clair parce qu'il a une certaine compréhension des schémas de sens qui organisent le réel. Alors j'ai voulu tenter d'amener cette vision du monde que nous partage Luc Biget, cette vision du monde à quadrant, dans le champ politique. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ces concepts aux idées portées par les différentes mouvances politiques historiques et contemporaines ? La gauche, par exemple, serait plutôt le camp de la complexité, de la sociologie. Le macronisme serait dans le champ ultralibéral, donc matérialiste, individualiste. Et moi, ma grande frustration, par rapport à la gauche, par exemple, c'est qu'elle partage avec les libéraux le quadrant matérialiste, en fait. Ce qui la pousse à souvent, tout le temps, courir après un progressisme qui n'est, à mon sens, pas toujours souhaitable. On a donc le matérialisme et la sociologie, le complexe et le compliqué qui sont représentés, mais aucun des deux autres quadrants qu'évoquait Luc n'est pris en compte par aucun parti. Alors je vous laisse son avis sur la question. Alors, la droite et l'extrême droite, aujourd'hui, sont totalement insensibles à l'écologie. Droite et extrême droite, c'est du premier quadrant. C'est-à-dire c'est la toute-puissance de l'individu, c'est de l'industrialisation, c'est le fait que on profite des choses, on veut profiter des choses. C'est-à-dire l'individu profite de la substance. Et c'est une espèce d'impérialisme du premier quadrant sur les trois autres, en réalité. La gauche, elle, qui tient compte, qui est plus systémique, au fond, Edgar Morin est visiblement de gauche, même s'il n'a pas réussi à faire passer sa pensée auprès de l'ancien président de la République. Les mouvements de gauche sont plus sensibles à l'écologie. Simplement parce qu'ils sont dans cette logique, le tout est plus important que la partie, le social est plus important que l'individu. Donc si on applique ça à la planète, le tout, c'est-à-dire la nature, est plus importante que les richesses individuelles produites par les humains, pour les humains. Mais effectivement, alors il se trouve que l'extrême droite est sensible au quatrième quadrant, c'est-à-dire au catholicisme en tant que système de révélation. Le quatrième quadrant, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est les religions révélées qui, dans le quatrième quadrant, ce que j'ai appelé le quadrant impératif, on va dire, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, alors évidemment, ils sont aussi dans cette province particulière qu'on appelle le christianisme, qui est dans l'impact du monde du sens sur la réalité humaine. Mais en tout cas, l'extrême droite, je dirais que l'extrême droite vient du quatrième quadrant et est en train d'investir le premier. La gauche, la gauche est dans le troisième, mais elle s'est coupée en fait de ses racines spirituelles. Alors là encore, c'est un peu paradoxal parce que au fond, comment dire, c'est pas paradoxal si on regarde le processus d'involution, mais le communisme était un système politique d'une générosité incroyable. Et il y a plein de gens qui se sont sacrifiés pour ça. C'est-à-dire, si on regarde la constitution soviétique de 1936, je veux dire, il n'y a pas eu de constitution plus égalitaire, elle n'a jamais été appliquée, mais quand même, il n'y a pas eu de constitution plus égalitaire au monde. Égalité homme-femme, égalité à chacun selon ses besoins, etc. etc. Mais pour le libéralisme, c'est un péché, le communisme. Pourquoi ? Parce que ça supprime la propriété privée. Et la propriété privée, pour l'individu, est élevée au rang du sacré, puisque c'est juste une prolongation de lui-même. Donc on a bien des systèmes incompatibles. Et après, on n'a effectivement pas de société fondée sur ou mouvement politique, puisqu'on est là-dessus, fondé sur le symbolisme.
et fondé sur le 4e quadrant qui est l'opérativité du symbole, on a les réminiscences en fait de du Moyen-Âge, de la religion catholique du Moyen-Âge au fond. Et un monde équilibré voudrait que ces quatre voies de connaissance soient représentées par quatre entre guillemets partis politiques qui puissent dialoguer entre eux. Alors ça, c'est pas gagné. Quand on voit déjà la difficulté qu'ont les scientifiques à dialoguer avec les symbolistes ou les ésotéristes, et l'inverse, parce que souvent les gens qui sont dans le monde un peu, je veux dire, qui tirent les tarots, ou qui font de l'astrologie, ou qui lisent dans le mar de café, la logique scientifique, c'est le dernier de leurs soucis. Mais ça, on ne peut pas l'imputer aux personnes, simplement parce que c'est des logiques différentes. La logique scientifique, c'est une logique... c'est la logique des dominos. C'est-à-dire, je fais tomber un domino et toute la file, elle tombe. Donc, cause à effet. Causalité. La logique systémique, c'est une logique de boucle de rétroaction. C'est-à-dire, comment dirais-je, je mets un pesticide dans la terre. Ce pesticide, il va avoir des produits de dégradation, ça va modifier la nature de la terre, et ensuite je vais être obligé de modifier le pesticide pour qu'il soit à nouveau efficace contre les insectes. Donc on a une espèce de course de rétroaction permanente, de même que par exemple le lion qui court après l'antilope, on a montré que dans l'histoire, les antilopes, elles couraient toujours plus vite, simplement parce que les lions, ils ont appris à courir toujours plus vite après les antilopes. Donc on a une espèce d'interdépendance, en fait, dans ce monde-là. Donc, on n'est plus dans la logique cartésienne, on est dans une logique cyclique, en fait. Le 3e quadrant, c'est une logique miroir. C'est-à-dire, le fait est, si on fait du symbolisme, on va dire tout événement qui m'arrive est le reflet de mes plus intimes pensées. Autrement dit, je vais lire le monde non pas comme quelque chose qu'il faut conquérir, premier quadrant, conquérir des marchés, accroître le PIB, conquérir de nouveaux territoires, aller sur la Lune, que sais-je encore, ni comme un monde qu'il va falloir harmoniser, 2e quadrant, pour être dans une espèce de bien-être collectif permanent. Ça, c'est la société de consommation durable que nous rêvent les écologistes. Mais enfin, l'humain n'est pas une comment dirais-je, une vache qui, sur son terrain, qui rêve de nourriture abondante en permanence toute sa vie. C'est bien autre chose. L'humain possède d'autres qualités qu'est la quête de transcendance, précisément. Donc, logique 4e quadrant, c'est une logique 3e quadrant, pardon, c'est une logique qui dit le monde extérieur est le reflet de mes plus intimes pensées. Donc, du coup, je ne vais pas le conquérir, comme le fait le 1er quadrant. Je ne vais pas y chercher ma place pour tirer mon épingle du jeu, comme le fait le 2e. Mais je vais essayer de comprendre les messages que chaque événement m'envoie pour me transformer intérieurement. Autrement dit, pour être plus près de ma vérité, de moi-même. Et donc, alors là, on rentre dans le champ de la psychologie, bien sûr, mais élargi. C'est pas seulement la psychanalyse ou je sais pas quoi, c'est le fait de dire que chaque pierre blanche que je rencontre n'est pas un obstacle à surmonter, mais est au contraire un signe à honorer parce qu'il m'indique ce que je porte au fond de moi-même. Et donc on peut réfléchir comme ça, c'est quoi le pétrole ? C'est quoi le pétrole ? C'est-à-dire, si on réfléchit 1er quadrant, c'est une énergie. Si on réfléchit au 2e quadrant, ça fait plein de complications géopolitiques et ça nourrit les pétrodollars et toutes les mafias de la drogue, etc. Si on réfléchit 3e quadrant, le pétrole, c'est l'ombre que l'on extrait de la Terre. Et donc, c'est une espèce de psychanalyse collective qui fait qu'on fait ressurgir les mémoires du passé qui n'ont pas été ou qui ont été digérés que partiellement, qui vont polluer la planète, c'est-à-dire qui vont polluer le psychisme, qui vont polluer l'air. Donc pourquoi on est totalement obsédé par le pétrole aujourd'hui ? Simplement parce que
on ne fait pas ce travail intérieur de nettoyer ses propres substances glauques pour clarifier nos émotions et nos pensées, c'est-à-dire notre atmosphère intérieure. Donc, par exemple, le troisième quadrant, ce serait un champ politique qui essaierait de comprendre le sens de ce que nous faisons et de ce qui nous arrive pour le métaboliser et du coup pour prendre de bonnes décisions. Parce que voilà, on ne va pas faire un puits de pétrole uniquement pour avoir plus d'énergie, uniquement pour avoir plus de confort matériel ou de paix sociale, mais on va aussi voir que si on symbolise ce que veut dire l'extraction du pétrole, on ira vers un monde meilleur. Et enfin, dernier quadrant, on est dans une logique d'entonnoir. L'entonnoir, c'est cet espace qui est ouvert en haut et qui canalise en bas. Donc celui qui est dans le dernier quadrant, il va percevoir des informations, les laisser descendre à travers lui et les laisser se transformer. Ça, c'est le champ de l'initiation. Alors qu'on a un peu exploré dans le passé, effectivement, à travers cette grande période du Moyen-Âge, où il y avait énormément de saints. Et on a beaucoup de corps conservés, ça c'est aussi une preuve scientifique d'une certaine manière, je crois qu'il y a plus de 500 corps conservés, c'est-à-dire qui après la mort conservent qui ne pourrissent pas, c'est-à-dire ils conservent leur souplesse, ils conservent et ils sentent aussi, pour certains en tout cas, l'encens et la violette. Padre Pio est le dernier exemple connu dans les années 60-70. On sait que son tombeau a été ouvert 40 ans après sa mort et son corps était encore souple, etc. Donc ça veut dire qu'on a possibilité de se connecter directement à une transcendance pour transformer la nature humaine. Donc là aussi, on peut... la société du Moyen-Âge était construite là-dessus. Et notamment le premier Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'au XIe, XIIe siècle, la grande affaire, c'était les monastères qui fleurissaient partout et où les gens... alors, c'était un peu avant François d'Assise, hein, mais c'était la grande époque de Thomas d'Aquin, où les gens... Dans les monastères, ce qui était important, ce n'était pas les études, comme ça a été vrai par la suite, après François d'Assise, mais c'était l'ascèse, c'est-à-dire la prière, le jeûne et l'absence de sommeil. Et ces trois facteurs cumulés dans une vie de moine faisaient littéralement des miracles. Pour revenir à notre civilisation et à son organisation sociale, puisque nous serions dans la phase actuelle imprégnée du mythe prométhéen, qui nous mène à la technologisation du vivant et à la négation de la crise écologique, quel mythe pourrait se substituer à celui de Prométhée pour contrecarrer les plans des tyrans humanistes ? Ça, c'est une grande question. Un des éléments de réponse, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Pandore. Puisque dans le mythe, les dieux, Zeus et d'autres, Athéna, ont envoyé Pandore pour faire un contre-feu à Prométhée. C'est le terme qui est utilisé. Donc un contre-feu, ça veut dire... alors on peut le lire de deux manières. On peut le lire pour éteindre le feu de Prométhée, mais dans la lecture symbolique, on va le lire comme étant une manière d'être, une vision du monde qui va équilibrer la frénésie créative du titan. Donc Pandore, c'est une tisseuse déjà. Athéna lui a donné le don du tissage. Et le tissage, c'est quoi ? C'est la mise en forme du tapis cosmique, c'est-à-dire de cette grande trame d'informations que j'évoquais tout à l'heure. Athéna, elle a un collier d'or. Les dieux, les grâces lui ont offert un collier d'or. Or, c'est la parole de vérité, le collier d'or. C'est la parole de lumière. Chaque mot qui sort de sa bouche, imagine-t-on, est une cathédrale sonore qui exprime la beauté et la vérité.
Mais évidemment, il ne s'agit pas de faire une espèce de mièvrerie avec la beauté et la vérité. La beauté et la vérité peuvent être tranchantes aussi fortement que le scalpel, mais elles sont enrobées de féminin, c'est-à-dire elles sont enrobées de sens de la relation et de sens de l'intime. Pandore est une femme, hein, et que c'est faire une femme par rapport à un homme, c'est enfanter du vivant, alors que Prométhée lui enfante des choses, il enfante de la créativité. Par sa créativité intellectuelle, il fait des outils, il fait des bateaux, il fait des avions, pas à l'époque, mais aujourd'hui. Il donne la connaissance scientifique, en fait, aux hommes. Mais la femme enfante du vivant. Alors, pas seulement par son petit bassin, mais aussi par sa conscience. C'est-à-dire, elle va construire des systèmes sociaux, mathématiques, qui représentent le plus possible comment dirais-je, la nature de l'indicible, la nature du monde du sens. Quand je dis mathématiques, je pense à cette femme, le théorème de Noether, qui est un théorème très important en physique, mais que seule une femme a pu mettre en place, par exemple. Donc la créativité féminine n'est pas la créativité masculine, c'est ça que je suis en train de dire. Et pour comprendre la différence, au fond, il faut revenir au Moyen-Âge, qui était une époque beaucoup plus féminine qu'aujourd'hui. Puisque dans les études qui ont été faites, par exemple, on avait des jeunes filles de 22 ans qui étaient mères de monastères, aussi bien d'hommes que de femmes. Donc l'égalité des sexes était plus importante au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, mais sur le mode de la différence reconnue, et non pas sur le mode de l'égalitarisme imposé par imitation des valeurs masculines. Ça, c'est aussi un autre sujet. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par rapport à ça, à la créativité prométhéenne et pandorienne. Prométhée, il va signer ses œuvres. C'est le créateur aujourd'hui, à tel point qu'une signature de Picasso sur un tableau est plus importante que le tableau lui-même. Ou que le discours, Prométhée, c'est un grand discoureur, le discours qu'on fait sur l'œuvre d'art, du chant par exemple, va donner de la valeur à l'art. Donc on n'est plus dans l'image, on n'est plus dans l'objet, on est dans un truc abstrait intellectuel qui valorise la chose. Par contre, au Moyen-Âge, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a aucune signature sur les vierges ou les statues ou les tableaux qui nous sont parvenus depuis le Moyen-Âge. Donc au fond, l'artiste ne signait pas son œuvre parce qu'il considérait que l'œuvre œuvrait à travers lui et qu'il n'en était que le transmetteur. Donc je trouve que c'est une belle illustration pour évoquer symboliquement la créativité féminine de la créativité masculine. L'homme signe son œuvre et la femme considère que l'œuvre est la signature d'une cosmogonie, d'une vision du monde, qu'elle a pour mission d'enfanter, c'est-à-dire de perpétuer et de mettre à jour. Donc le mythe du XXIe siècle, c'est une question difficile, hein, il n'est pas... Alors c'est une question essentielle en fait d'y réfléchir, hein, mais en même temps on ne va pas construire un mythe. Un mythe se révèle. Et pour moi, le féminin est une des clés, évidemment, du mythe du futur, avec un danger important. J'évoquais Pandore. Pandore, ce n'est pas le retour de la grande déesse. Le féminin... Pourquoi est-ce qu'on a eu le patriarcat, alors qu'avant, dans les sociétés premières, elles étaient soit égalitaires, soit matriarcales ? Et pourquoi Apollon, le dieu solaire, le dieu de la conscience, a été le premier à tuer sa mère, à faire un maricide? Simplement parce que cette grande période patriarcale qu'on critique tant aujourd'hui, mais elle a permis en réalité à la conscience humaine de se libérer de la toute-puissance de la grande déesse, c'est-à-dire du féminin castrateur qui considère que les humains vivent sur la terre, la grande déesse, et n'en sont qu'une espèce de prolongation pour cultiver le champ et faire de l'agriculture. Donc,
le patriarcat a permis, a été un mouvement de civilisation qui a permis à l'histoire humaine de décoller en sortant de la toute-puissance de la grande déesse qui est, un, castratrice, deux, enfermante dans les lourdeurs de la terre, et trois, qui ne voit pas le ciel d'une certaine manière. C'est pour ça que les religions, en fait, après, ont sublimé cette image de la grande déesse dans le visage de Marie, dans le christianisme, ou dans d'autres traditions, dans d'autres figures féminines. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que après le passage par le patriarcat, on va vers une espèce de rédemption du féminin, de ses propres lourdeurs et de son propre rêve de toute puissance, par l'émergence de nouvelles figures du féminin, alors qui sont dans le mythe exploré par les 7 métamorphoses en arbre, dont les 7 personnages qui se sont métamorphosés en arbre pour fuir l'amour d'Apollon. Et symboliquement, le cœur, c'est Apollon, mais l'arbre, c'est l'arbre pulmonaire. L'arbre pulmonaire est féminin, le cœur est masculin. Donc on a cette figure du féminin que je ne peux pas explorer ici, mais où une autre image, ce sont les muses, les 9 muses, par exemple, qui donnent des figures du féminin qui se sont émancipées, ou qui sont des libérations, en fait, de la toute-puissance de ce féminin primordial, archaïque que représente la grande déesse. Donc là, il y a beaucoup de confusion dans notre monde aujourd'hui là-dessus. On veut retourner vers un féminin, mais trop souvent vers un féminin de grande déesse, qui serait une régression en réalité. Donc il faut honorer le passage par le patriarcat. Et pourquoi les hommes ont enfermé les femmes derrière des voiles dans la religion musulmane, par exemple? Simplement parce qu'ils en ont une peur bleue. Ils ont une peur bleue de la puissance du féminin. Et donc, le travail de la femme, c'est de retrouver ses puissances plutôt que d'imiter la fonction de l'homme dans une espèce d'égalitarisme purement idéologique. Donc, de retrouver ses puissances, de retrouver une fonction de muse ou d'inspiratrice ou des 7 personnages que j'évoquais tout à l'heure, afin qu'il puisse y avoir un tissage harmonieux entre les qualités du féminin et les qualités du masculin. Donc je crois qu'on va vers ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de travail. On va poursuivre sur le thème du féminin et de la confusion qui peut régner aujourd'hui dans nos sociétés, notamment au sujet du transgenrisme, qui soulève d'effroyables polémiques et qui pose des vraies questions. Mais on va poursuivre sur Patreon, parce qu'on est déjà à plus d'1 heure de discussion. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la suite de cet échange avec Luc sur notre profil Patreon. Mais je ne vais quand même pas vous laisser sans avoir posé la question rituelle à Luc. C'est celle qui concerne 2096, l'époque dans laquelle vit Calreco, le héros dont j'écris l'histoire. Une petite prospective, donc comment ça pourrait se passer en 2096 sur les plans politiques, spirituels, symboliques. J'ai donc demandé à Luc de me faire quelques petites prévisions. Alors, dans le meilleur des cas, on va vers une espèce de Moyen-Âge des Lumières. C'est-à-dire au Moyen-Âge, on avait... l'Europe existait déjà, c'est-à-dire l'abbaye de Cluny organisait la vie des monastères partout en Europe et était un peu un centre de décision. Donc évidemment, je fantasme complètement, mais peut-être qu'il y aura des communautés un peu partout sur la Terre,
dont certains seront plutôt, ils continueront à lancer des fusées pour aller sur Mars, pourquoi pas. Dont d'autres seront tournés plutôt vers la vie intérieure, vers la vie symbolique, et développeront l'équivalent sur le plan psychique, c'est-à-dire ils feront des expériences hors du corps jusqu'à Mars. Et d'autres encore seront plus dans cette dimension d'amour, de communication avec dont la conscience amoureuse va communiquer avec les éléments de la nature qui les entourent, un peu comme un film d'orne. Donc je pense qu'il y aura beaucoup moins d'humains, d'une part, et il y aura des communautés d'humains spécialisées en fonction de leur rayon d'âme, d'une certaine manière, ou de leur note d'âme, pour aller explorer les différents pans de la réalité qu'on a effleuré pendant cet entretien. Ça, c'est l'hypothèse haute. Et l'hypothèse basse, c'est qu'on évoque assez souvent, je crois, cette espèce de compétition, de concurrence entre un monde techno-cyborg, transhumanisto-mécanique et un monde écologique dans des endroits un peu protégés qui sera dans une espèce de communion avec la nature, on va dire. Mais il faut rajouter un troisième monde, parce que en fait, la communion avec la nature, c'est de l'ordre de l'immanence. La technologie, c'est de l'ordre du point, c'est-à-dire du matérialisme. Et il faut rajouter le monde de la transcendance, c'est-à-dire ces gens qui sont en quête d'initiation. Donc on va rajouter quelque part des nouvelles écoles de mystère, type Éleusis, où les personnes cherchent l'initiation au sens de la lanterne de tout à l'heure. Donc j'ai envie de dire des communautés plutôt que d'avoir un monde globalisé qu'on connaît aujourd'hui, où le même modèle s'impose à tout le monde, qui est le modèle capitalisto-techniciste et utilitariste et concurrentiel. On va vers un monde où il y a des communautés d'individus qui sont capables d'échanger, de partager sur une note propre entre elles, de manière à ce que l'idée de concert des nations puisse avoir un vrai sens. Moi, je trouve ces options plutôt intéressantes, hein, pas vous ? À force d'échanger avec mes invités, c'est plutôt vers ce type de prospective que ma pensée s'oriente. Même s'il faudra d'abord, je pense, traverser le précipice des crises politiques, économiques, sociales, écologiques, spirituelles qui sont déjà là. Eh bien, merci à Luc pour cet entretien passionnant, pour cette approche brillante. J'ai beaucoup appris, j'ai été beaucoup inspiré par cet entretien et je le redis à Monsieur Biget, merci. C'est en plus quelqu'un de fort sympathique, ce qui ne gâche rien. Et comme je vous l'ai dit, pour faire un pas de plus avec nous, vous le savez maintenant, c'est sur Patreon que je vous propose de nous rejoindre. Le lien est en description. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Un don sur PayPal, c'est aussi possible. Bref, si vous voulez soutenir notre travail, vous avez l'embarras du choix. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de vous proposer un épisode au cours de l'été. 2, c'est encore moins sûr. Ce qui est plus sûr, c'est qu'on se retrouvera certainement fin septembre. Mais si vous voulez des nouvelles avant septembre, eh bien, je vous le redis, venez sur Patreon parce que là-bas, j'y poste du contenu régulièrement. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Restez conscients et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.